Morning News. Zoom sur le fleuve Djoliba, le plus grand fleuve de l'Afrique après le Nil. Portées pour connaître l'heure, les montres sont utilisées par beaucoup de personnes pour l'élégance. Avec l'arrivée des smartphones, vous aurez les détails dans ce journal. L'infographie du jour nous amènera à la découverte de l'avenue des Champs-Élysées qui se trouve à Paris. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Le plus grand fleuve de l'Afrique après le Nil et le Congo, il s'agit du fleuve Djoliba, encore appelé fleuve Niger. Découvrons le Djoliba avec Fabrice Nouziayovo. Le fleuve Niger ou bas Djoliba se dégrade de jour en jour à cause des mauvaises habitudes de la population malienne, surtout ceux qui travaillent au bord du fleuve comme les teinturières, ceux qui font la lessive et toute autre activité qui pollue le fleuve Djoliba. Ce qui peut être fatal pour les animaux aquatiques et les millions de personnes qui vivent à travers ce fleuve. Djoliba a une importance capitale, d'autant plus que c'est la principale source d'approvisionnement en eau. Quelles que soient les localités, nombreux sont ceux qui se nourrissent à travers Djoliba. Selon le ministère chargé de l'environnement, 85% de la population malienne bénéficie du fleuve Djoliba. Si on constate bien, les personnes qui construisent leurs maisons au bord du fleuve ou ceux qui n'ont trouvé que seul dépotoir, le fleuve, les usines, ceux qui travaillent pour ensuite déverser les eaux usées dans le fleuve fragilisent la vie des animaux aquatiques, mais aussi engendrent d'impacts négatifs sur la population. Rappelons qu'il était déliable de mettre en place des mesures drastiques afin de préserver le fleuve Niger contre la pollution. Le Borolan est une cotonnade dont les motifs sont teints artisanalement avec des produits naturels. Autrement considéré comme un habit traditionnel, le tissu est tendance grâce à l'imagination créative des artisans maliens. Aruna Saliakone a fait un tour de certains artisans pour vous. Le Borolan est un tissu malien teint avec des produits naturels et des techniques locales. Après une teinture de base obtenue par trempage dans une décoction de feuilles, de bouleaux d'Afrique ou ngalama et le séchage au soleil, l'artiste dessine ses motifs à la boue fermentée, c'est-à-dire au bogo, avec l'aide d'un pinceau. Aujourd'hui, le Borolan s'est défait du cliché de l'habit réservé aux traditionnalistes. N'importe qui maintenant peut porter les Borolan étant fier. Parce qu'autrefois on avait honte de porter des Borolan. Parce qu'on avait attribué les Borolan uniquement aux donzo ou aux soma, c'est-à-dire les devins. Maintenant c'est devenu quelque chose de très chic. On peut les mélanger à des tissus, on peut les mélanger à des t-shirts. Maintenant les Borolan c'est devenu vraiment un luxe. Le Borolan est de plus en plus en vogue, surtout en milieu jeune. Une prise de conscience. On voit que la culture et la civilisation de chaque peuple, de chaque ethnie se reconnaît à travers l'habillement. En portant le Borolan, je me sens africain à 100%. Le style vestimentaire, c'est l'une des premières identités de toute ethnie ou de toute communauté. Moi, je me retrouve en africain et en bon malien dans le type Borolan. Ce regain d'intérêt pour le Borolan est dû à la créativité des artistes et à la modernisation du secteur. Les gens sont attirés par les innovations que nous faisons du Borolan. Nous créons chaque fois de nouveaux motifs. L'industrie du Borolan nourrit son homme. Nos artistes expliquent.
Grâce à Dieu, j'ai beaucoup gagné dans ces métiers. Ça m'a permis de faire des rencontres intéressantes. Je me suis marié dedans. Je connais des aînés qui n'ont fait que ça. Ils n'ont fait que ça dans leur vie. Ils ont des maisons, ils ont voyagé, ils ont fait plein de réalisations avec ça. Donc je dirais qu'aujourd'hui on peut vivre de ça. Diarra Sanogo est médecin vétérinaire. Sa passion du Bogolan l'a amené à apprendre cet art et à s'y investir. Selon elle, l'entretien du Bogolan est particulier. Il y a une manière spécifique de le laver pour éviter la décoloration. Avec un Bogolan, tu vas mélanger de la potasse dans l'eau, souvent un peu de sel et tout. Et puis, c'est pas un habit qu'on va laver tout le temps. Le Bogolan est un patrimoine malien qui était à un moment en voie de disparition. Grâce au génie de modernisation des artistes, il est devenu un habit chic et tendance. On le porte désormais sans complexe. Je vous en parlais dans les titres, longtemps portés pour connaître l'heure. Beaucoup de gens utilisent les montres de nos jours pour l'élégance avec l'arrivée des smartphones. Une situation qui dérange aussi les vendeurs de cet objet. Reportage Eladja Malik Guité avec la voix de Fabrice Nouziayovo. Entre élégance et parure ou connaître l'heure, il est difficile de nos jours de préciser l'objet de l'utilisation des montres. Actuellement utilisé par une population beaucoup plus juvénile, cet objet qui permettait de connaître le moment du jour a de nos jours d'autres motifs. Dans ce grès situé à Lafiabougou et composé majoritairement de jeunes, chacun défend son point de vue. Je porte les montres uniquement lors des événements pour me parer. Que la montre soit à l'heure ou pas, moi j'aime la porter. Souvent, j'ai l'habitude de regarder l'heure avec mon téléphone alors que je porte une montre. C'est un plaisir pour moi. Avec l'avènement des téléphones, l'utilisation de cet instrument de mesure est de nos jours bouleversée. Mais qu'à cela le tienne, certaines personnes sont toujours fans de l'objet. Malgré que l'arrivée des téléphones, les gens ne regardent plus les montres, mais moi, quand ça n'est pas dans ma main, je ne me sens pas à l'aise. Moi, je passe seulement pour le boulot. Si c'est en retard, c'est bon, ou bien si c'est pas en retard, c'est pas la peine de regarder le téléphone. Quand tu dis que tu vas enlever le téléphone dans ta poche, tout ça là, ça prend du temps. Une situation qui cause des difficultés aux vendeurs de montres. Auparavant, je gagnais beaucoup. Je pouvais vendre jusqu'à 40 montres par jour. Mais de nos jours, c'est même difficile de vendre 6 montres par jour. On ne vend plus comme avant et les prix ne sont pas régulés de nos jours. De nos jours, avec le progrès de la technologie, force est de constater que les montres sont majoritairement utilisées pour se parer. Qui sait, peut-être un motif qui sera donné de nouveau à la montre toute sa valeur et son prestige d'antan. La pisciculture à petite échelle prend de plus en plus de l'ampleur. Elle crée de l'emploi pour une couche importante de la population, notamment les femmes. Sirebara Fatoumata Diallo est la promotrice de la société coopérative des femmes intervenant dans la filière poisson à Bamako. Notre reporter Adamo Sanogo est allé à la rencontre de cette brave dame. Située à Faladja sur la route de Senou, la société coopérative des femmes intervenant dans la filière poisson à Bamako est une entreprise qui prend son envol dans plusieurs activités. Cependant, la pisciculture à petite échelle reste la priorité de cette société. Elle crée de l'emploi pour les femmes et les jeunes. J'emploie 32 femmes, uniquement pour le lavage et l'étuvage du riz. Je les paye par semaine, chaque semaine. Elles vivent de ça. Les jeunes, j'emploie les jeunes pour le conditionnement. Des trucs 7 jeunes. Et j'ai 11 employés fixes. Donc là, ça crée beaucoup d'emplois. Ici, la pisciculture, ça c'est à petite échelle. On l'appelle en général la pisciculture familiale.
Ces 250 poissons, c'est pour vraiment créer de l'emploi pour ceux qui n'ont pas de terre et n'ont pas assez de moyens. Pour Sireba Fatoumata Diallo, sa technique reste la pisciculture hors sol. D'après elle, cette procédure est bénéfique. Quand j'élève les poissons à 6 mois, je les vends. Je vends, je mange, mais je mange surtout mon poisson. Mon poisson a permis à ma famille de vivre cette année pendant le Covid, pendant le confinement. Ils ne sortaient pas, la porte était fermée. J'avais 15 bacs à la maison. Je les ai défendus de vendre. Donc ils mangeaient, ils ne pouvaient même pas tout manger. Donc, mais c'est fait à but économique surtout. Je vends le kilo à 2000 francs. Les gens viennent acheter le vivant chez moi à 2000 francs. Après l'élevage, c'est la phase de commercialisation qui commence. La difficulté financière, tu sais. Bon, aujourd'hui, quand moi, peut-être j'ai un peu de chance parce que j'ai duré dans l'activité et à la confiance qui est venue avec les institutions bancaires, tout ça là. Mais tout ça, même ça, si je vais demander un prêt aujourd'hui à la banque, on me demande des garanties que je ne possède pas. Toutefois, cette chef d'entreprise affirme qu'elle rencontre beaucoup de difficultés et que la pandémie à coronavirus a beaucoup impacté sur son entreprise. Je vois toutes mes femmes aujourd'hui qui sont inactives à cause du Covid. Est-ce que vous voyez? Donc le Covid nous a impacté très très négativement. Surtout mes femmes qui sont dans la transformation agroalimentaire. Mais elles sont toutes KO aujourd'hui, elles restent à la maison. Quelqu'un qui vend, moi qui vendais 30 tonnes, je ne vends même, je peux faire une semaine, je n'ai pas vendu 1 kilo de fonio. Sireba Fatoumata Diallo invite et encourage la jeunesse à s'intéresser plus à la pisciculture hors sol. D'après elle, c'est un secteur qui peut diminuer le chômage. L'image du jour nous conduit à Paris. L'avenue des Champs-Élysées, souvent appelée Champs-Élysées, parfois les Champs, est une voie de Paris, longue de près de 2 km et suivant l'axe historique de la ville. Elle est une voie de circulation centrale reliant la place de la Concorde à la place Charles de Gaulle dans le 8e arrondissement. Elle relie d'est en ouest la place de la Concorde où se dresse l'obélisque de Luxor et la place Charles de Gaulle située au nord de la colline de Chaillot à l'un de ses points culminants. Ce sommet fut abaissé de 5 mètres de 1768 à 1774 et les déblais furent utilisés pour adoucir la pente de l'avenue de Neuilly. Ce qui explique la montée régulière du rond-point à la place au centre de laquelle se trouve l'arc de triomphe de l'Étoile. L'avenue d'une largeur de 70 mètres comprend une chaussée de 30 mètres de 4 voies de circulation dans chaque sens et de 2 trottoirs de 20 mètres chacun. Site touristique majeur, elle passe souvent pour être la plus belle avenue de la capitale et est connue en France comme la plus belle avenue du monde. Suivons l'actualité internationale avec Fontadjara. Des partisans de Jacob Zuma ont manifesté devant sa résidence vendredi alors que l'ex-président sud-africain condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice doit se constituer prisonnier au plus tard dimanche. But de la manœuvre, empêcher l'arrestation de leur leader qui refuse de se rendre. Son fils a prévu. Il faudra marcher sur son cadavre avant d'interpeller son père. Nous savons que ce n'est pas un programme sud-africain, c'est un programme occidental et nous n'allons pas le permettre. Donc, comme je le dis et comme je le maintiens, en tant qu'Edward Zuma, ils devront d'abord me tuer avant d'arrêter mon père, a déclaré Edward Zuma. Même son de cloche du côté des membres de l'association des anciens combattants d'une branche militaire de l'ANC. Pour eux, l'incarcération de Jacob Zuma plongerait le pays dans l'instabilité. Faire du président Zuma une cible, la manière dont il a été traîné devant les tribunaux depuis 20 ans et qui continue et surtout, ces derniers mois, nous avons averti que si le président Zuma était emprisonné, il y aura de l'instabilité et des troubles en Afrique du Sud, a fait savoir le porte-parole du mouvement. Reste à savoir si ces menaces suffiront à éviter la case prison à l'ex-président. Dans une ultime tentative, Jacob Zuma, 79 ans, a demandé vendredi à la cour d'annuler sa condamnation qu'il considère comme une punition cruelle et dégradante. Il a aussi sollicité du tribunal la suspension du délai pour qu'il se constitue
prisonniers. Une cérémonie d'hommage à l'endroit du défunt président de la Zambie, Kenneth Kaunda, s'est tenue dans la capitale Lusaka vendredi 2 juillet. Plusieurs centaines de personnes ont pris part à cette cérémonie qui a réuni sur une même scène des personnalités politiques et des artistes qui ont rendu des honneurs au premier président de la Zambie. Après le stade des héros, la dépouille du président Kenneth Kaunda poursuivra sa tournée démarrée mercredi dernier dans plusieurs villes du pays. Le héros de la lutte des indépendances sera inhumé le 7 juillet prochain dans l'intimité familiale dans le cimetière présidentiel à Lusaka. Kenneth Kaunda est décédé le 17 juin à l'âge de 97 ans d'une pneumonie dans la capitale. Appelé le Gandhi africain pour son militantisme non violent, Kenneth Kaunda avait conduit l'ancienne Rhodésie du Nord à l'indépendance sans effusion de sang. En octobre 1964, à l'annonce de son décès, la Zambie a décrété 21 jours de deuil national d'interdiction de tout divertissement. Cuba s'apprête à donner dans les prochains jours le feu vert à l'un des vaccins contre le coronavirus, le premier conçu en Amérique latine. Une lueur d'espoir pour la région confrontée à une nouvelle vague de la pandémie. Son candidat le plus avancé, Abdallah, est efficace à 92,28% contre le risque d'attraper le Covid, ont annoncé fièrement les scientifiques cubains. Ne manque plus que l'autorisation d'usage en urgence du SECMED, l'autorité nationale de régulation des médicaments, qui serait imminente. Cuba compte 4 autres candidats, parmi lesquels Soberana 2, dont les résultats partiels d'efficacité, 62% après 2 des 3 doses, rendent confiants les chercheurs sur une autorisation prochaine. Un tel déploiement pour un pays pauvre et miné par les pénuries d'aliments et de médicaments adéquats surprendre. Mais c'est la confirmation de cette expérience qu'ont les institutions scientifiques cubaines dans le développement de vaccins qui remontent à 30 ans, souligne José Moya, représentant à Cuba de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Limitée par l'embargo américain, l'île couvre avec ses propres vaccins 80% de son programme d'immunisation. L'intérêt des vaccins cubains, basés sur une protéine recombinante, est qu'ils peuvent être stockés entre 2 et 8 degrés, un avantage en Amérique latine où malheureusement la haute réfrigération nécessaire pour d'autres vaccins est difficile, souligne le scientifique qui espère voir publier bientôt le plus de données possible pour soutenir les chiffres d'efficacité annoncés. Il suscite donc déjà un appétit international. Cuba assure être en contact avec plus de 30 pays. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Bonne suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Morning News. Météo.
météo.